Télé 50, simplement congolais. Renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Abu Dhabi. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, et le président des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohamed Ben Zayed, ont procédé ce lundi à la signature d'un accord de partenariat économique global. Le coût des investissements est estimé à 10 milliards de dollars. Résolution des conflits dans l'est de la RDC. Kinshasa et l'Alliance Fleuve Congo M23 ont signé ce lundi à Doha le mandat issu de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, renseigne la médiation qatarienne. Dialogue national, le parti Ensemble pour la République rejette toute démarche excluant des acteurs essentiels de la nation. Pour le parti de Moïse Katumbi, ce dialogue ne saurait être crédible que s'il est conduit sous l'égide d'une médiation morale et neutre. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, et le président des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, ont procédé ce lundi à la signature d'un accord de partenariat économique global, marquant une nouvelle étape dans le renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Abu Dhabi. 10 milliards de dollars, c'est la somme visée pour ces investissements. Selon la présidence de la République, la force de cet accord s'inscrit dans une trajectoire politique pensée et assumée par le chef de l'État de bâtir des partenariats équilibrés fondés sur le respect mutuel et le partage équitable des bénéfices, une trajectoire qui consiste à mieux produire, à mieux transformer et à mieux négocier la place de la République démocratique du Congo dans l'économie mondiale. Cet accord permet d'ouvrir le marché émirati à 6 000 produits d'origine congolaise et d'offrir des nouvelles opportunités aux entrepreneurs congolais grâce à la baisse des droits des douanes, à la sécurisation des transactions et à la lutte contre la contrebande. Tshisekedi et Mohamed Ben Zayed ont tous deux assisté à la signature de l'accord de partenariat économique global APEJ et des 3 mémorandums d'entente. Le mémorandum d'entente signé avec l'ONATRA concerne le projet du port en eau profonde des Bananas qui vise à doter la RDC d'une infrastructure maritime majeure à Moanda. En matière diplomatique, la RDC et les Émirats Arabes Unis ont signé un protocole d'accord sur le renforcement de la collaboration entre l'Académie diplomatique de la RDC et l'Académie diplomatique Anwar Gargash des Émirats Arabes Unis en vue de faciliter le partage des connaissances, la coordination des programmes de formation, de recherche et d'événements diplomatiques. Et puis le gouvernement de la RDC et l'Alliance Fleuve Congo M23 ont signé ce lundi à Doha le mandat issu de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, renseigne la médiation qatarienne. La signature est intervenue à l'issue d'une réunion du mécanisme de suivi des vérifications du cessez-le-feu entre les deux parties organisée par le Qatar dans le cadre de ses efforts des médiations pour résoudre les conflits dans l'est de la RDC. C'est une avancée notable qui a été enregistrée dans les processus de paix en République démocratique du Congo à Doha, au Qatar. Le gouvernement congolais et l'Alliance Fleuve Congo M23 soutenue par le Rwanda ont signé le mandat issu de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Ces documents opérationnalisent le mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu dans l'est du pays. Cette signature, intervenue sous médiation qatari, s'inscrit dans la conduite du processus de Doha et réaffirme l'engagement des parties à respecter les cessez-le-feu et à mettre en œuvre l'accord cadre pour la paix, signé le 15 novembre 2025. La signature du 2 février 2026 constitue une
concrétisation opérationnelle de ses engagements antérieurs. La cérémonie des signatures s'est déroulée à l'issue d'une réunion du mécanisme conjoint de suivi et de vérification du cessez-le-feu organisé par l'État du Qatar. Les délégations du gouvernement congolais et de la FCM23 ont paraphé le mandat élaboré par la CIRGL en présence des observateurs des États-Unis, de l'Union africaine, du médiateur désigné par l'UA, la République du Togo, des représentants de la MONUSCO et de la CIRGL. Les discussions ont porté sur l'évolution de la situation sécuritaire, les défis actuels et la nécessité de mesures concrètes pour renforcer le suivi, la vérification et l'échange d'informations. Les parties ont réaffirmé leur engagement à respecter strictement les cessez-le-feu et à appliquer de bonne foi l'ensemble des obligations de l'accord cadre de Doha. Parmi les décisions concrètes, la MONUSCO déployera dans les prochains jours une première mission à Uvira pour surveiller les respects du cessez-le-feu et évaluer la situation sur le terrain. Des canaux, des communications directes ont été établis entre les parties. Des réunions régulières du mécanisme sont prévues pour assurer un suivi continu. Cette signature représente un pas décisif vers l'opérationnalisation effective du cessez-le-feu en confiant à la CIRGL et à la MONUSCO un rôle central dans la vérification. Le mandat vise à instaurer une confiance mutuelle, souvent mise à mal par les accusations réciproques des violations. Les déploiements imminents à Uvira, zone sensible récemment touchée par les combats, constituent un test concret de la volonté des parties. Cependant, des défis subsistent. Malgré les engagements répétés, des incidents sur le terrain continuent d'être signalés. La réussite de ce mécanisme dépendra de la bonne foi des acteurs, du soutien international coordonné et de la capacité à transformer les accords techniques en progrès politiques durables. La signature du mandat CIRGL à Doha marque une étape encourageante dans la quête de la paix en République démocratique du Congo. Tenue du dialogue national pour mettre fin à la crise au pays. Pour le camp de Moïse Katumbi, le dialogue ne saurait être crédible que s'il est conduit sous l'égide d'une médiation morale et neutre, telle que proposée par la SENCO et l'ECC. Ensemble pour la République rejette toute démarche excluant des acteurs essentiels de la nation qu'elle juge voués à l'échec et souligne qu'un dialogue national ne peut être qu'une concession ni une concession du pouvoir, ni une rencontre des convenances entre alliés politiques. Suivez Olivier Kamitato, porte-parole d'Ensemble, dans cet extrait. Depuis le lancement, le 15 janvier 2025, de l'initiative conjointe de la SENCO et de l'ECC en faveur d'un pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en République démocratique du Congo, le principe d'un dialogue national inclusif s'impose comme une nécessité vitale pour restaurer l'unité nationale, rétablir la paix et mettre fin aux crises profondes qui minent la République démocratique du Congo. Ensemble pour la République réaffirme son attachement à un dialogue national sincère, inclusif et apaisé, seul à même de sortir notre pays de la crise. Ce dialogue ne peut être crédible que sous l'égide d'une médiation morale et neutre, telle que préconisée par la SENCO et l'ECC, conformément à leur initiative du pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble. Toute démarche qui exclurait des acteurs essentiels de la nation serait vouée à l'échec. Ensemble pour la République tient à rappeler qu'un dialogue national inclusif ne saurait être une concession du pouvoir, ni une rencontre de convenance entre alliés politiques. On ne dialogue pas pour se conforter entre convaincus, mais pour affronter avec lucidité et courage les causes profondes de la crise politique, sécuritaire, sociale et morale qui gangrène le pays et y apporter des réponses durables, partagées et crédibles. En conséquence, Ensemble pour la République rejette le simulacre de dialogue proposé par le président Tshisekedi.
Autre chose, à Kinshasa, un dépôt de carburant a été consumé dans un incendie survenu ce lundi à proximité des installations de l'ONATRA, la 7e rue, dans la commune des Limété, quartier industriel. Selon les témoins, aucune perte en vies humaines n'a été signalée, mais les dégâts matériels sont considérables. La cause de l'incident reste inconnue pour l'instant. Kinshasa sous tension, les cas de kidnapping se multiplient dans plusieurs quartiers de la capitale, plongeant familles et habitants dans l'angoisse. Enlèvement contre rançon, réseau criminel organisé et sentiment d'insécurité grandissant. Retour sur un phénomène qui inquiète et interpelle autorités comme citoyens. Le kidnapping urbain à Kinshasa n'est pas un phénomène nouveau. Il a connu des pics notables au cours des dernières décennies, souvent liés à l'insécurité croissante, au chômage des jeunes et à la prolifération des bandes criminelles, les Kuluna. En 2023, une vague massive avait terrorisé les Kinois. Des enlèvements étaient organisés à bord des faux taxis ou de transports en commun, avec vol de biens, séquestration et demandes de rançon. Plusieurs bandes impliquant parfois des policiers corrompus avaient été démantelées. 27 présumés kidnappeurs avaient été présentés à la presse et des condamnations à mort avaient été prononcées. Depuis décembre 2025, Kinshasa connaît une nouvelle vague alarmante d'enlèvements. Selon des sources médiatiques et des alertes sur les réseaux sociaux, plus d'une dizaine de cas ont été recensés en 3 mois. Les cibles privilégiées sont des femmes et les étudiants, groupes perçus comme vulnérables. Pour les femmes, les modus operandi reposent souvent sur des réseaux sociaux. Des ravisseurs se font passer pour des prétendants sérieux, fixent un rendez-vous et enlèvent la victime. Certaines sont libérées, d'autres subissent un sort tragique. Pour les étudiants, plusieurs enlèvements ont visé des jeunes des grandes universités comme l'université de Kinshasa, UNIKIN, et l'université pédagogique nationale, UPN. Parmi les cas documentés, Anderson Tejeba, étudiant en droit à l'UNIKIN, enlevé fin janvier 2026, alors qu'il s'est rendu au campus, rançon exigée, $10,000 avec ultimatum. Et ses parents se sont mobilisés pour donner $3,000 avant d'être relâchés dans un état critique. Pierre Bixon, étudiant à l'UPN, kidnappé il y a environ 2 semaines, rançon réclamée $50,000 sous menace contre sa famille. Ces actes s'accompagnent souvent des violences et des menaces proférées par téléphone aux proches. Cette vague d'enlèvement a des conséquences profondes. Sur le plan humain, elle traumatise les familles qui vivent dans l'angoisse permanente. Les victimes libérées portent souvent des séquelles psychologiques. Et les cas mortels choquent l'opinion publique. Socialement, la peur généralisée modifie les comportements. Méfiance accrue envers les transports, restriction des sorties nocturnes et vigilance extrême sur les réseaux sociaux. Économiquement, les rançons exorbitantes ruinent les familles modernes. Plus largement, ces phénomènes ternissent l'image de Kinshasa et questionnent la capacité de l'État à assurer la sécurité élémentaire dans la capitale, alors que les ressources sont concentrées sur les conflits dans l'est du pays. Face à cette résurgence, les familles lancent des appels désespérés aux autorités, notamment au gouverneur de Kinshasa et à la police nationale. Des mesures comme le renforcement des patrouilles et l'intensification des enquêtes sont attendues à l'image des opérations de 2023. La paix et la quiétude des Kinois exigent une réponse ferme, globale et durable pour que Kinshasa redevienne une ville où l'on circule sans crainte. Et puis les bilans de l'éboulement survenu mercredi 28 janvier dans le périmètre minier des Kasasa, Roubaya, dans les territoires des Massissi, prend des proportions catastrophiques. Dans une déclaration conjointe publiée il y a peu, la société civile du Nord Kivu et des organisations féminines locales rapportent au moins 300 morts et une centaine de disparus face à l'exploitation illégale pratiquée sous le contrôle des rebelles. Les forces vives exigent la fermeture immédiate des sites.
À Kisangani, 2 jours après les attaques de drones menées sur l'aéroport de Bangboka, le gouvernement provincial de la Chopo invite la population à vaquer librement à ses occupations et à ne pas céder aux rumeurs. Il exhorte également les habitants ayant abandonné leur maison aux alentours de l'aéroport international à y retourner, assurant que la situation sécuritaire est désormais maîtrisable. À l'international, nommé début janvier à la tête du Bureau des Affaires africaines du département d'État américain, Nick Checker était en visite au Mali ce lundi 2 février, un déplacement au cours duquel celui-ci a plaidé pour une redynamisation de la coopération entre Washington et Bamako, notamment en matière économique et sécuritaire. Il est terminé, place au rappel des titres. Renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Abu Dhabi. Le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, et le président des Émirats Arabes Unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed, ont procédé ce lundi à la signature d'un accord de partenariat économique global. Le coût des investissements est estimé à 10 milliards de dollars. Résolution des conflits dans l'est de la RDC. Kinshasa et l'Alliance Fleuve Congo M23 ont signé ce lundi à Doha le mandat issu de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, renseigne la médiation qatarienne. Dialogue national, le parti Ensemble pour la République rejette toute démarche excluant des acteurs essentiels de la nation. Pour le parti cher à Moïse Katumbi, ce dialogue ne saurait être crédible que s'il est conduit sous l'égide d'une médiation morale et neutre. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et comme tous les mardis, j'ai le plaisir de retrouver Damaris Kayembe de l'autre côté du plateau. Bonjour Damaris et bienvenue. Bonjour Nathalie Yoko et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Alors on commence avec votre premier sujet, RDC Émirats Arabes Unis, signature d'un accord économique. Eh oui Nathalie Yoko, Télé 50 n'est pas à la seule chaîne à avoir traité l'information. Nos collègues aussi de la presse écrite ont fait les mêmes exercices. Le journal La Percée du soir nous apprend ici que la RDC et les Émirats Arabes Unis signent un accord de partenariat économique global. D'après en tout cas le média, Félix-Antoine Tshisekedi a eu des entretiens jugés fructueux avec son Altesse et Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan au palais présidentiel de Kasser Al Watan à Abu Dhabi. Ces déplacements aux Émirats Arabes Unis marquent une nouvelle étape dans le rapprochement stratégique entre Kinshasa et Abu Dhabi, illustrant la volonté commune de deux États de promouvoir des intérêts économiques partagés à travers des investissements ciblés dans des secteurs prioritaires. De son côté, la prospérité titre Abu Dhabi, Félix Tshisekedi capte des opportunités d'investissement de près de 5 milliards de dollars en faveur de la RDC. Le média nous apprend que les deux chefs d'État ont assisté plutôt à la signature d'un accord de partenariat économique global ainsi qu'à 3 mémorandums d'entente. L'accord de partenariat économique global permet d'ouvrir le marché émirati à près de 6 000 produits d'origine congolaise et d'offrir de nouvelles opportunités
aux entrepreneurs congolais grâce à la baisse de droits de douane, à la sécurisation de transactions commerciales et à la lutte contre la contrebande. Le flux d'investissement attendu pourrait passer de 5 milliards de dollars américains actuellement à 10 milliards de dollars d'ici 2030, traduisant l'ambition de la RDC de renforcer son attractivité économique. Et pour finir, Info 27 de son côté, comme à l'accoutumée, met toujours une analyse au-dessus de tous ces articles. Il dit un marché élargi de droits de douane réduit et plusieurs mémorandums d'entente de milliards de dollars d'investissement sont désormais en ligne de mire pour la République démocratique du Congo. Cet accord vise notamment à attirer des capitaux structurants dans les infrastructures, le mine, la logistique, ainsi que dans des projets stratégiques comme le port en eau profonde de Banana, sans oublier le renforcement de la coopération diplomatique et technique. Ceci a été signé, Nathalie Yoko, à Abu Dhabi, d'ailleurs une ville que je vous convie en tout cas de visiter. Abu Dhabi, une très belle ville. Merci beaucoup pour l'invitation, Damaris. En tout cas, on est tenté de visiter Abu Dhabi, mais dans l'entretemps, on va parler de la RDC France. Eleanor Correia, ministre française déléguée de la francophonie, en mission à Kinshasa. Effectivement, Nathalie Yoko, bien que la République démocratique du Congo ait annoncé en tout cas son ambition postulée au poste de secrétaire général pour essayer en tout cas de décompter celle qui est actuellement au poste, c'est-à-dire la Rwandaise qui occupe en tout cas ces postes à l'OIF. La ministre déléguée de la francophonie n'est en tout cas pas là pour ça seulement. D'ailleurs, pour preuve, le média Le Potentiel titre Eleanor Correia à Kinshasa pour réaffirmer les priorités communes face aux grands défis mondiaux. La ministre déléguée, en tout cas, a rencontré la ministre de l'Environnement de la République démocratique du Congo ce lundi 2 février. Cette rencontre a permis de passer en revue des axes de coopération entre les deux pays en matière de protection de l'environnement. Au cœur des échanges figurait l'engagement de la France en faveur de la préservation de forêts, en particulier en RDC, pays qui abrite le plus vaste bassin forestier tropical au monde. Les deux parties ont souligné l'importance stratégique de ces écosystèmes dans la lutte contre le changement climatique. La référence plus, la République démocratique du Congo et la France ont envisagé la signature d'un prochain accord cadre sur la préservation à l'égard de forêts en République démocratique du Congo à l'occasion de cet entretien consacré à la gestion durable des écosystèmes. Selon la ministre française déléguée, cet accord cadre permettrait à la RDC de bénéficier d'une expertise technique et d'un accompagnement renforcé de la part de la France, engagée de longue date dans les politiques de développement durable et de protection de l'environnement. Et pour finir, actualité, point CD nous apprend ici que grâce à sa jeunesse dynamique et à son poids démographique, cette officielle, en tout cas française, a reconnu que l'avenir de l'OIF se joue aussi en République démocratique du Congo, d'où la nécessité, selon elle, d'accompagner la jeunesse africaine, en particulier celle de la RDC, et d'encourager la promotion de la langue française ainsi que de valeurs de la francophonie. Merci beaucoup, Damaris, pour tous ces détails. C'est à moi de vous remercier, Nathalie Yoko. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.